Un jour de septembre, il est arrivé. Un sac à dos, 2 cartons, une plante. Il a emménagé aux 3A, sans bruit. Je l'ai vu passer sous ma fenêtre. Il ne regardait personne, mais saluait toujours. Un petit geste de tête, presque timide. Je crois que j'ai su tout de suite que ce garçon-là n'était pas tout à fait comme les autres. Nora l'a remarqué elle aussi. « Il a quelque chose » a-t-elle soufflé. « Une retenue, une beauté étrange. » Julien, lui, n'a pas aimé. « Il m'a fixé les mains trop longtemps. C'était gênant. » Moi, je l'observais parfois, figé dans l'entrée ou sur le banc très tôt, sans rien faire. Et parfois, je voyais son bras bouger lentement, comme s'il suivait une musique que lui seul entendait. La voisine du second a dit « Il est dans son monde, celui-là. Pas dit qu'il ait la lumière à tous les étages. » Personne ne savait rien de lui, jusqu'à ce soir-là. Je sortais acheter du pain et je l'ai vu, avec un autre garçon. Il riait, il se frôlait, il avait ce visage ouvert, vraiment ouvert. Et j'ai croisé juste après le regard de Monsieur Caron, froid, tranchant, déjà en train de juger. Le lendemain soir, ça a éclaté. Pas l'orage, pas encore. Les mots, d'abord. « C'est tous les mêmes !» a lancé Caron dans le hall. « Un air fragile, un sourire discret, mais incapable de changer une roue, de porter un frigo, ou même de parler d'homme à homme. » Il n'avait rien vu, rien entendu, mais il parlait fort. Et les autres ne disaient rien. Julien regardait ses pieds, moi aussi. Et Raphaël était là, dans l'escalier, il a entendu. C'est là que l'orage est arrivé, brutal, comme une réponse. Un éclair immense, la pluie, d'un seul coup. Et lui, pieds nus, qui descend. Et il a dansé. Pas un spectacle, pas un défi, une nécessité. Les gestes brisés, un corps qui déborde, de douleur, de lumière. Je suis resté figé à la fenêtre, Nora aussi. Gérard s'est arrêté dans la cour, il a enlevé son chapeau. Juste ça. Et Caron a fermé ses rideaux et tourné la clé. Le lendemain, Nora a glissé un mot sous sa porte. C'était beau, c'était vrai. Puis Mila a dessiné un petit bonhomme sous la pluie avec des vagues autour des bras. Et Gérard lui a offert une plante. « Un bleu de gêne » a-t-il dit. « Lorsque tu as dansé, tu m'as rappelé la grâce de cette fleur. » Julien, un matin, l'a attendu. « Je n'ai pas eu le courage de parler l'autre jour. J'en ai honte. Ça ne se reproduira plus. » Et même la voisine du second, en descendant les marches, a murmuré. « On croit protéger, mais parfois, c'est nous qu'il faut guérir. » Quelques jours plus tard, des chaises sont apparues dans la cour. Personne n'a rien dit, mais ils sont venus. Nora, Gérard, Julien, même Elliot. Pas Caron. Et Raphaël a dansé. Pour lui. Pour rien. Pour tout. Il n'a jamais eu à le dire. Il suffisait de le voir. Vraiment. Elle n'est pas très grande, elle parle doucement, mais quand elle écoute, on se sent entier. Amina est psychologue, scolaire. Dans ce lycée, sa porte reste toujours entrouverte. Un fauteuil, des post-it bienveillants et quelques plantes vertes. Et des silences qui font du bien. On ne la connaît pas vraiment, mais on sait qu'elle est là et ça suffit. Dans la rue, au marché, dans sa voiture, elle porte un voile discret. Pas au travail, jamais. C'est comme ça. Et pour tout le monde ici, c'est normal. Un équilibre simple. Enfin, pour presque tout le monde. Un samedi matin, en sortant d'un rendez-vous, elle s'arrête dans sa voiture juste pour souffler. Elle remet son voile, lentement, comme un geste 1000 fois répété. De l'autre côté de la rue, un homme la photographie sans qu'elle le voie. Un clic rapide et un regard froid. Adrien Archambault.
blouson militaire un peu élimé, tête rasée et démarche rigide. Il ne dit pas bonjour, il observe, toujours en retrait. Il s'était opposé à l'installation d'un kebab, il parle d'identité en danger, et il cite des lois qu'il n'a pas lues. Il dit souvent « Ce n'est pas du racisme, c'est la République ». Quelques jours plus tard, Amina reçoit un courrier. Un courrier froid, lisse, sans contact humain. Le rectorat prend note d'un signalement accompagné d'une image. Il est fait mention d'un manquement à l'exemplarité de la neutralité dans le cadre de vos fonctions. Elle est suspendue, sans entretien préalable. Elle lit, elle relit, puis elle voit. L'image est jointe. Elle reconnaît le lieu, elle reconnaît la lumière du matin, et elle sait qui c'est. Amina disparaît sans bruit. Plus de rendez-vous, plus de pause douceur entre deux cours. Certains élèves demandent, on leur répond, en arrêt. Mais elle a bien été arrêtée, par d'autres raisons. Les élèves posent des questions, puis ils comprennent. Et un matin, en cours de philo, Malik se lève. Elle écoutait mieux que tous les adultes ici. Elle nous aidait à tenir debout. Et on l'a faite partir. Parce qu'un jour elle a porté un foulard. Mais pas ici. Dans sa vie, à elle. Il parle de ce qu'elle a fait pour eux. De ce qu'on lui a fait à elle. Pas pour ce qu'elle dit, pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Il parle de ce qu'on veut faire taire, pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Ceux qui bousculent l'idée d'un moule unique, parce qu'ils vivent avec d'autres gestes, d'autres mots, d'autres tissus sur la tête. Et ça, pour certains, c'est insupportable. Une pétition circule, signée par les élèves, les professeurs, même le proviseur. Mais rien ne change. L'administration reste muette, le silence des institutions enterre les injustices discrètes. Alors les mots apparaissent dans les couloirs. Ce qu'elle faisait ici, c'était vital. Le respect, ce n'est pas un uniforme. Écouter, ce n'est pas un crime. Quelle liberté, quelle égalité, quelle fraternité. Et sur le mur, près du portail, un tag discret, presque tremblant. Ce n'est pas la neutralité qui l'a fait partir. Dans le quartier aussi, les gestes parlent. Chez la coiffeuse, chez qui Amina allait, on lit sur une pancarte « Ici, je coupe les cheveux de tout le monde ». La fleuriste lisse une rose blanche sur sa propre blouse. Le lendemain, d'autres commerçants l'imitent. En quelques jours, la rose blanche devient un symbole silencieux de soutien. On la porte sur les manteaux, on la glisse dans les vitrines. Sarah crée une page de soutien. L'administration réussit à la faire disparaître. Mais Sarah la renomme et les pages commencent à circuler. Elle prend, elle tient, elle soutient. Un matin, sur le banc où elle aime s'asseoir pour regarder le monde, Amina découvre une enveloppe. À l'intérieur, « J'ai 82 ans et j'apprends encore grâce à vous. » Adrien Archambault, lui, installe une caméra au-dessus de sa porte. Il parle d'insécurité, de pression. Il parle de grands remplacements, de peur, de danger. Il ressasse des mots qu'il ne comprend pas vraiment. Il dit qu'il est dans son bon droit. Mais il n'est plus seulement seul. Il devient méprisé. Et cette solitude, cette fois, ne le protège plus. Un local se libère. L'ancienne papeterie du quartier. Lumineuse, silencieuse, parfaite. Amina s'y installe. Un fauteuil, 2 chaises, un petit sablier et une bibliothèque pleine de livres. Pas de blues, pas de hiérarchie, juste des rendez-vous. Des silences et des visages qui se détendent. Un jour, une mère vient avec son fils, puis une autre,
puis un autre. Et les élèves du lycée retrouvent le chemin de son écoute. Un après-midi, Malik passe, sans un mot. Il laisse un cahier sur la table. À l'intérieur, des lettres, des dessins, des merci en 6 langues. Et à la fin, on ne vous oublie pas. Dans les yeux d'Amina, quelque chose tient. Pas l'oubli, pas le pardon, mais la dignité et la force tranquille de ceux qui savent et qui voient au-delà des différences. Ce soir, Samuel joue dans une petite salle, presque vide. Une main habitée, une note suspendue. Sa voix flotte, fragile, belle, sincère. Il y a là le condensé d'un génie absolu. Mais, sans doute, incompris. Il n'y a que quelques personnes pour l'écouter. Des connaisseurs, des mélomanes avertis, et quelques fidèles aussi. Autre lieu, autre ambiance. Ils sont debout, ils chantent avec lui. Elio, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, un vrai talent. Peut-être pas du génie, mais du talent, oui. Et ce petit truc en plus. Un sourire, une lumière. Il ne joue pas mieux, mais il est là. Il aime les gens, et ça se sent. Il leur fait sentir qu'ils comptent. Alors, il est aimé. Alors, il a du succès. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il les aime. Samuel réécoute, corrige, recommence. Mais ses pensées se ferment. Il est partout, on l'adule. Pourquoi ? 3 accords et des sourires ? Il triche ? Il plaît ? Il vend. Moi, je fais de l'art. Lui, il achète des likes. Il pense ça. Et pendant qu'il pense ce poison, son cœur se referme. Lentement, comme 2 aimants qui se repoussent, les gens s'éloignent de lui sans même s'en rendre compte. Et lui, il s'enfonce. De l'autre côté, Elio crée. Entouré, encouragé, aligné. Pas parfait, mais sincère. Le succès ne récompense pas les plus brillants. Il vient à ceux qui lui sont ouverts. Ceux qui créent avec joie, pas avec amertume. Une nuit, une lampe allumée, Samuel écrit. Il joue, il entend, il crée. Pas pour plaire, mais parce que ça brûle. Certains créent au-delà du raisonnable, au-delà de la reconnaissance, au-delà même de la mort, s'il le faut. Pas pour être vu, mais parce qu'il le faut, parce que c'est là, parce que c'est ce qu'ils sont. Et soudain, une voix. Je l'ai entendu, tu sais, ce que tu viens de jouer. C'est la chose la plus belle que je n'ai jamais entendue. C'est Elio, celui du studio brillant, celui du succès. Il lui tente un billet. Je veux cette chanson. Je veux que le monde l'entende. Ils sont nés dans la même rue. L'un a été vu, l'autre trop longtemps ignoré. Mais à cet instant, ils se reconnaissent. Ce n'est pas l'artiste le problème. Ce sont les vautours qui volent autour. Il y a 20 ans, elle est partie. Anna Bréval. Elle écrivait peu, mais tout sonnait juste. Et ici, dans ce théâtre qu'elle a fait vivre, on ne l'a jamais oubliée. Ainsi parle Élise, sa petite fille. Aujourd'hui, ils sont tous là pour lui rendre hommage. Alban, bien sûr, mais aussi la voisine du second, Nora, Julien qui s'installe au piano, les anciens, les artistes, les voisins, les élus. Chacun monte, dit quelques mots, puis redescend. Des souvenirs, des anecdotes, et le temps s'écoule comme si tout était à sa place, comme si c'était suffisant. Personne ne la voit venir. D'un seul coup, elle est là, Sarah, devant nous. Un micro mal ajusté, un Larsen, un temps. Inclusion, commence-t-elle. Puis, reste silencieuse un moment. C'est pourtant le titre du dernier livre d'Anna Bréval, poursuit-elle avant de se taire encore une fois. Julien, spontanément, commence à jouer. Un air léger, arpégié.
C'est un mot que vous aimez bien, ça fait propre, posé sur une affiche. Vous dites, on est pour l'inclusion. Portée par le piano, elle continue. Et moi, je suis pour les oiseaux qui chantent faux. Je suis pour les rires au mauvais moment. Je suis pour les silences trop longs. Je suis pour les gestes qui débordent. La musique suspend son mouvement. Sa voix baisse. Julien reste avec elle, dans cette union fragile où chaque mot cherche sa note. Vous dites, faut s'adapter. Je le fais tous les jours. À vos regards qui m'évitent, à vos mots qui me parlent comme si j'avais 4 ans, à vos sourires qui glissent comme de l'eau tiède. Moi, je fais pas exprès, mais je fais de mon mieux. Est-ce que vous pouvez en dire autant ? Et le piano de Julien s'assombrit encore un peu. Un silence, quelques secondes. J'ai pas de morale à donner. J'ai juste un monde à l'intérieur et parfois, il déborde. Et là, le piano aussi s'arrête. Elle est là, seule, avec le silence, comme surprise de ses propres mots. Et personne ne veut qu'elle parte. Chacun rêve que ce moment dure un peu plus longtemps. Ce n'est pas un discours, c'est juste un instant. Celui où on écoute enfin celles et ceux qu'on ne regarde jamais. Parce qu'il n'y a pas d'eux, pas de nous. Il n'y a que ce fil fragile qui nous relie tous, même quand on fait tout pour ne pas le voir. Chaque fois que Nora s'occupe des plantes sur son balcon, Marc traverse la rue au même instant. Il semble pressé, préoccupé, portant avec lui une lourdeur que personne ne remarque vraiment. Pur hasard ? Une synchronicité parfaite ? Ou fait-il exprès ? pense Elio, avec une pointe de jalousie. Assis à la terrasse du café en bas du 4B, Elio observe sans rien dire les allers-retours du beau-père de Léo. Il lève les yeux vers Nora, un soupir discret aux lèvres. Lui qui d'habitude contrôle et maîtrise chacune de ses émotions se retrouve étonnamment désarmé devant l'inaccessibilité de cette femme qu'il n'arrive pas à rencontrer. Mais ce jour-là, Marc s'arrête net devant chez Nora. Il hésite. Nora le remarque et lui sourit. Quelque chose, dans ce sourire simple et sincère, semble apaiser, même un instant, l'orage intérieur de Marc. Dès son départ, Elio, piqué par l'audace soudaine qu'il vient de voir, saisit enfin l'occasion. Voilà des semaines qu'il patiente en bas de chez Nora sans franchir le pas. Mais aujourd'hui, porté par cet étrange sentiment de rivalité et peut-être aussi par l'inspiration nouvelle de ce sourire libérateur, il monte résolument frappé à la porte du 4B. Quand Nora lui ouvre, Elio improvise maladroitement une excuse. « Dis-moi, Nora, pourquoi Marc s'est arrêté devant toi tout à l'heure ? Il avait l'air différent. » Ce qu'il voudrait réellement demander, c'est pourquoi elle a remarqué Marc et qu'elle ne l'avait pas vu lui, qui passait tant de temps sous sa fenêtre. Il lutte avec son orgueil, ce loup noir qu'il connaît trop bien. Nora sourit. Elle devine ce qu'il tente de cacher, mais elle ne va pas lui simplifier la tâche. Nora voit clair dans le jeu du musicien charismatique. Les paillettes et la lumière ne l'intéressent pas. Elle cherche autre chose. Quelque chose de sincère. Quelque chose de vrai. Quelque chose de profond. Tu sais, Elio, tu passes tellement de temps à chercher en toi ce qui pourrait manquer que tu ne vois pas tout ce qui est déjà là. Peut-être que ton talent t'apparaît génial, parce qu'il te ressemble trop. Peut-être serait-il temps que tu nourrisses ton loup blanc. Le dialogue est ouvert, l'espace d'une rencontre est née. Mais, avant qu'Elio ne puisse réagir, Marc frappe à nouveau à la porte, interrompant l'instant fragile. « Ce sourire que tu m'as donné, Nora, » commence-t-il. « Tu me l'as donné parce que tu sais qu'à l'intérieur, je pleure. Non pas parce que je ne suis pas heureux, mais parce que je n'arrive pas à me réjouir de ce que j'ai, ni même de ceux qui m'aiment. Pour recevoir de l'amour, il faut être ouvert, et c'est ton sourire, Nora, qui m'a ouvert le cœur ce matin. » Et il lui tend le livre qu'il tenait entre ses mains. « J'aimerais que tu lises ce livre que m'a prêté Léo. Je pense qu'il pourrait te permettre de répondre à certaines de tes questions. » Nora, surprise, ne comprend pas mais accepte naturellement. Elio reste immobile, frappé par la simplicité puissante de ce geste. C'est précisément ce moment humble
authentique et sans calcul qui lui montre ce qu'est vraiment le loup blanc. Ce désir d'élévation de l'âme, cette libération intérieure, ce courage paisible de s'ouvrir aux autres et au monde. Elio découvre alors, avec une clarté étonnante, qu'il a lui aussi en lui ce loup blanc. Un loup qu'il n'a presque jamais nourri, mais qui attendait patiemment son tour. Clémentine se lève tôt, toujours. Dans son appartement lumineux, chaque matin commence par ce geste simple. Ouvrir la fenêtre et laisser l'air frais réveiller les pièces encore endormies. Élise, elle, se réveille toujours juste après. À peine quelques minutes de décalage. Un sourire échangé dans la lumière matinale suffit à dire tout ce qu'il y a à savoir. Clémentine ne parle pas souvent de son métier à la maison. Elle préfère y laisser entrer les gestes doux et les silences tranquilles. Mais Élise sait quand quelque chose lui pèse. Elle sent quand l'air devient un peu plus lourd. Depuis des années, Clémentine fait vivre un festival. Elle en connaît chaque artiste comme les pièces d'un puzzle sensible. Mais elle sait surtout reconnaître ce moment rare où l'art devient souffle quand le public oublie de respirer parce que l'instant est parfait. Cette année, ce souffle a le visage de Raphaël. Elle le suit depuis ses premiers pas maladroits. Aujourd'hui, sa danse est un murmure qui se transforme en cri silencieux. Pour elle, c'est évident, ce sera lui. Mais pour Monsieur Caron, rien n'est jamais évident. Et encore moins lorsqu'on lui refuse quelque chose, et certainement pas lorsque cette chose pourrait concerner son fils Elio. D'abord, ce sont les mails, polis mais insistants. Puis les appels qui reviennent. Toujours plus tard, toujours plus secs. Et puis, un jour, entre deux répétitions, Caron franchit la ligne. La voix est calme, mais les mots tranchants. Tu sais, Clémentine, certains financements peuvent disparaître très vite. Sans mon soutien, ton festival pourrait perdre beaucoup de choses essentielles. Clémentine ne répond rien. Mais ce soir-là, Élise sent ses épaules crispées. Elle ne dit rien non plus. Elle pose juste sa main sur la nuque de sa compagne. Parfois, les gestes suffisent. Quelques jours plus tard, devant témoins, c'est à peine une remarque, une phrase qui s'échappe comme par accident. Les artistes parlent vite entre eux, tu sais. Et les réputations, ça se défait bien plus vite que ça ne se fait. Mais le coup final arrive la veille de la programmation définitive. Un message laconique, brutalement clair. Sans Elio, il n'y aura pas de public. Pour Monsieur Caron, ce n'était pas seulement une question de place sur scène. C'était une question de monde. Un monde où certains amours n'avaient pas droit de citer. Il n'a jamais aimé Raphaël, ni Clémentine, pour ce qu'ils étaient, simplement. Mais la vie n'est jamais faite que de pression. Elle est faite aussi de rencontres. Un soir, dans un couloir désert du théâtre, elle croise le marionnettiste, un artiste qu'elle connaît depuis longtemps. Il lui dit simplement « Clémentine, tu as toujours laissé l'art respirer. Ne commence jamais à retenir ton souffle. » Cette phrase suffit. Le jour venu, c'est Raphaël qui monte sur scène. Il danse comme si plus rien d'autre n'existait, comme s'il voulait réinventer le silence. Monsieur Caron est là aussi, assis dans l'ombre. Il voit la salle émue, touché par une vérité qu'il ne pourra jamais saisir. Quand les applaudissements retentissent, Clémentine respire à nouveau. Le souffle est revenu, libre et juste. Ce soir-là, dans leur appartement en plante grimpante, Élise pose à nouveau sa main sur la nuque de Clémentine. Mais cette fois, le silence ne calme pas une tension. Il célèbre une victoire silencieuse. Il y aura toujours des carons, des pressions, des phrases assassines. Mais il y aura aussi toujours ce souffle qui traverse tout. L'art, l'amour et cette douce certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Et ça, personne ne pourra jamais le leur enlever.
a des livres qui ne se contentent pas d'être lus. Ils s'installent. Il déplace les murs, retourne les miroirs. Depuis qu'il a croisé ce livre, Léo marche autrement. Son corps respire plus large, ses émotions passent comme des nuages qui ne promettent rien. Et un silence s'est fait en lui. Non pas vide, mais disponible. Et avec ce silence, une certitude. Ce livre n'est qu'un morceau, le reste est ailleurs. Élise est assise au fond. Elle lève les yeux, soutient le regard de Léo, puis l'invite d'un signe à s'asseoir. « Je ne sais pas pourquoi, dit-elle. Mais avec toi, j'ai envie d'aller droit. » Elle lui adresse un bref sourire. « Il y a chez toi quelque chose d'étrange et de très vrai. » ajoute-t-elle en ponctuant ses derniers mots. Léo a pour Élise un respect instinctif. La sensation de partager la même source, le même cœur. Mais il ne se démonte pas face à cette approche directe et répond presque à contre-pied. « Anna te manque encore ?» « Tous les jours. » glisse-t-elle d'un souffle. Elle marque un silence. « Et pas seulement elle. »« Pas seulement elle ?» répond le garçon surpris. Élise lève les yeux vers le plafond où un ventilateur tourne dans le vide. « Il y avait quelqu'un quand j'étais petite. Toujours là, discrète, importante. » Elle prend un moment pour chercher ses mots. « Je n'ai jamais su qui c'était vraiment. » Elle se tait, happée par des images lointaines. Léo ne comble pas le silence. Il écoute toujours au-delà des mots. Il la regarde profondément, laisse un temps et ose seulement. « Parle-moi d'elle. » Avant même qu'elle entre, Anna changeait. J'ai toujours appelé ma grand-mère Anna, précise-t-elle. Une joie battait dans la cuisine, posée sur la table comme une assiette de plus. Enfant, je retenais mon souffle. Ces soirs-là, la maison avait une lumière neuve, un feu plus clair dans le regard de ma grand-mère. Dans le couloir, deux rires s'approchaient, l'un connu, l'autre comme un chant revenu de loin. La porte s'ouvrait et l'air devenait plus léger. Léo reste immobile, absorbé, comme si les images d'Élise s'imprimaient en lui. Il hoche légèrement la tête pour l'encourager à continuer. Avec Anna, tous les jours semblaient dimanche. Et ce dimanche-là, peut-être au bord de la mer ou au bord d'un rêve, Anna me tenait la main. L'autre voix marchait à côté, douce, posée, attentive à tout. Des oiseaux qu'on ne voit jamais en ville passaient très bas, comme pour écouter. On parlait de coquillages, du vent, de l'odeur des pins. Et pourtant, tu sais, sous ces mots simples, quelque chose s'ouvrait. Je ne sais plus si c'est nous qui avons pris ce sentier, ou si c'est le sentier qui nous a prises. Léo penche légèrement la tête, comme pour mieux capter la suite. Mais son regard s'arrête sur le carnet ancien, posé sur la table à côté d'elle depuis le début. Élise ne s'en rend pas compte, elle est déjà repartie dans un autre souvenir. Un après-midi, Anna s'était assoupie. Je m'étais glissée dehors. Je suis restée là, assise contre un tronc, à écouter. Pas les feuilles, écouter. Un renard est apparu. Il s'est assis comme s'il était attendu. Je lui ai parlé, comme on parle à un ami qu'on a vu hier. Il m'a regardé d'un air taquin, presque amusé mais tendre, et il a dit « N'oublie pas d'où tu viens. Tu as le pouvoir d'inspirer les tiens. » Plus tard, j'ai cru avoir rêvé. Mais certains rêves, tu sais, tiennent mieux que les souvenirs. Elle plonge ses yeux dans ceux de Léo. Peut-être veut-elle s'assurer qu'il saura accueillir l'intimité de ce qu'elle vient de livrer. Sur la table, toujours ce carnet. Couverture usée, odeur de papier ancien, longuement feuilleté par la vie. Le regard de Léo y revient, encore et encore. Élise remarque finalement cette attention et pose la main dessus. Je l'ai retrouvé en triant les affaires d'Anna. C'est préparatoire, je crois. Des notes, des schémas, des phrases recopiées, des phrases à elle. Elle l'ouvre, l'écriture est fine, nerveuse. Des flèches, des ponts en marge. Élise commente. Parfois c'est signé AB, et parfois juste I. Puis, presque comme un aveu, je ne sais pas pourquoi ça me trouble autant. Léo pense au livre confié à Marc, aujourd'hui chez Nora.
2 objets qui se regardent sans se toucher. Un silence, puis à mi-voix, il ose. « Est-ce que je pourrais le feuilleter? Juste un instant. » La question est lancée et déjà, il la regrette. Élise le fixe, rien d'hostile, mais une frontière nette. Elle referme le carnet d'un geste précis, mesuré, comme on range un objet qui ne souffrirait ni la hâte, ni l'imprudence. Ce n'est pas un refus. C'est une ligne qu'elle ne veut pas franchir. Pas encore. C'est étrange. Cette conversation me ramène à des choses que je n'arrive pas à nommer. Ajoute-t-elle, les yeux ailleurs. Elle range le carnet avec soin, se lève et lui adresse un bref sourire. Bref, mais conscient, plein, nourricier. On se recroisera, lui lance-t-elle avant de s'éloigner. Léo reste seul à la table, soudain trop grande. Dehors, la lumière glisse vers l'oranger. Il sort son propre carnet et écrit. Depuis enfant, je sens un appel profond. Ce que voient mes yeux n'est qu'une part étroite. Ce que je crois voir passe encore par un voile. Habitude, peur, supposition. Le livre n'est qu'un morceau. Le reste est ailleurs. Il referme son carnet, regarde la rue et laisse ses pensées se taire avec la nuit d'été qui tombe doucement. Les histoires ne demandent pas qu'on les croie. Elles demandent qu'on les écoute assez longtemps pour qu'elles montrent ce qu'elles sont venues nous dire. Il y a des lieux où le silence pèse plus lourd que les pierres. Léo n'avait pas prévu d'y venir. Ses pas l'ont conduit là, sans raison, dans les ruines du vieux château. À peine franchi l'arche effondrée, les images l'assaillent. Un cri, un corps d'enfant qui chute, la détresse d'Elliot, son ami. Il ressent tout, comme si la douleur de l'autre devenait la sienne. Alors, une certitude. Ici, quelque chose s'est brisé, et ça n'a jamais guéri. Mais les pierres n'ont pas dit leur dernier mot. Une autre vision s'impose, plus sombre, plus folle. Un cercle de flammes, un mage inquiétant, des femmes qui crient, 2 enfants tapis dans l'ombre, les yeux grands ouverts, paralysés de peur. Tout tremble, tout vacille, les visages se brouillent comme avalés par la nuit. Reste seulement une sensation. Une horreur s'est jouée ici. Léo voudrait comprendre, mais tout s'échappe, comme un rêve trop vif au réveil. Alors, il en parle à Marc. Son beau-père écoute, les yeux ailleurs. Comme si, derrière ces silences, il avait lui aussi un souvenir trop lourd à porter. Léo ne le sait pas encore, mais ce qu'il pressent aujourd'hui ouvrira demain la porte des secrets. Des secrets que les pierres ont gardés et que la mémoire des hommes a voulu oublier. Un samedi après-midi, Amina se promène dans le grand parc. Elle ne s'attendait pas à croiser Gérard, cet ancien patient qu'elle avait accompagné jadis lorsqu'il traversait une crise conjugale. Les retrouvailles sont simples, sobres. Gérard parle avec cette chaleur qui le définit, de son amour retrouvé, de la transformation de sa vie. Comme si une blessure ancienne s'était enfin refermée. Ils avancent côte à côte. La lumière est douce, tout respire la paix. Mais soudain, une silhouette se fige devant eux. Marc. Lui, il n'a rien de paisible. Il est encore secoué par ce que Léo vient de lui confier. Et voir Gérard, précisément à cet instant-là, lui paraît insoutenable. Comme si la mémoire s'était jouée de lui. Comme si le hasard venait se venger. Gérard s'élance, souriant. Marc, quelle surprise!
Mais Marc reste immobile. Son visage se décompose. Il ne peut pas se taire. Sa voix jaillit, dure, incontrôlable. Comment tu fais pour sourire comme ça, alors que toi et moi, on sait très bien ce qui s'est passé cette nuit-là. Cette nuit-là. Gérard vacille. Il esquive d'un rire nerveux. Mais Marc insiste, haletant. Tu les as entendus toi aussi. Tu les as entendus crier. Personne n'oublie ça. On oublie ça. Un silence. Un vertige. Amina observe. Elle perçoit la faille qui s'ouvre. Marc baisse la voix, presque brisée. La nuit noire, on ne devait pas en reparler. Mais tu sais que c'était vrai, que c'était vrai, que c'était vrai. Et il s'éloigne, laissant derrière lui Gérard anéanti. Amina demeure à ses côtés, sans un mot, mais présente, comme une promesse silencieuse qu'elle saura l'accompagner. Elles marchent au bord d'un lac sauvage. Leurs doigts s'entrelacent, leurs pas se répondent. La lumière joue à travers les roseaux, les libellules frôlent la surface de l'eau, et les grenouilles se taisent un instant, comme pour leur faire de la place. Clémentine respire profondément, un sourire heureux, celui de n'avoir besoin de rien de plus. Élise la regarde et sourit. Elles sont ensemble, là, au présent. Et ce présent a la douceur d'un cadeau. Un jet surgit des arbres, plonge, puis s'ébroue dans l'eau claire. Ses ailes dessinent des éclaboussures légères, comme un ballet improvisé. Clémentine rit et compare l'oiseau à Raphaël, avec ses toilettes qui semblent être une danse. Élise éclate de rire à son tour. Dans ce rire, elle sent tout son amour pour sa compagne. Cette créativité pleine de ressources, cette joie inextinguible, cette force tranquille qui nourrit leur travail et leur couple. Un peu plus loin, Clémentine s'arrête, émerveillée devant un nénuphar en fleurs. Elle s'extasie comme le ferait une enfant, et ça fait rire Élise. Puis, elles rient ensemble, et leurs éclats se mêlent au vent qui passe dans les herbes hautes. Ensuite, c'est Élise qui se saisit d'un roseau et le trempe dans l'eau comme elle le ferait avec une plume dans un encrier. Elle mime alors qu'elle écrit un roman éphémère à la surface du lac. Les lettres s'effacent aussitôt. Clémentine secoue la tête, amusée. Ce geste, si libre, si léger, inutile et d'une infime beauté. Clémentine lui dit alors naturellement : « Tu sais, ta grand-mère vit toujours en toi. On la retrouve dans tout ce que tu fais. » Un silence, un basculement. Élise se fige, ses yeux s'assombrissent. Puis, elle parle du carnet retrouvé dans les affaires d'Anna Bréval, de ses pages inachevées, de ses mots suspendus, comme une inspiration censurée, une écriture qui s'arrête, une respiration coupée. « Ce n'est pas normal », lâche-t-elle. Anna allait toujours au fond des choses. Ce carnet incomplet, ça ne lui ressemble pas. Le silence s'épaissit. Même les oiseaux se taisent. Dans ce silence, quelque chose se resserre, comme si le paysage lui-même se souvenait. Clémentine, par amour, cherche une issue. Elle pense à Alban, à ce vieil homme qui a partagé la vie d'Anna. Peut-être aurait-il des réponses ? Elle hésite, puis elle ose. Alban pourrait peut-être t'aider ? Le nom tombe comme une pierre dans l'eau. Élise se crispe. Sa voix tremble, d'abord doucement, puis les mots jaillissent, plus durs, de plus en plus lourds. Pour elle, Alban a manqué à tous ses devoirs. Il a abandonné Anna. Il a abandonné sa mémoire. Il a abandonné aussi la petite fille qu'elle était. Elle le dit avec indignation.
avec douleur. Chaque mot ajoute une brique au mur de son rejet. Clémentine se tait. Elle redécouvre une colère qu'elle connaissait déjà, mais pas si forte. Une blessure semble se raviver et ce visage, lui, elle ne l'avait jamais vu. Le silence devient presque insoutenable. C'est alors qu'une voix claire résonne. Mila surgit, bondissante, vive, gaie, elle rayonne. Ses yeux brillent de malice et de joie. Et elle parle. Elle parle, comme à son habitude, sans trop se soucier de savoir si on l'écoute ou pas, car elle sait bien, Mila, qu'elle a ce quelque chose si particulier, presque magique, qui fait que tout le monde est touché par sa petite voix claire et ses mimiques délicieuses. Et elle parle d'Alban, son grand ami. Elle raconte avec enthousiasme ce qu'ils ont fait ensemble juste tout à l'heure. On a construit un ponton en bois pour que les poissons puissent se cacher dessous. Comme ça, le héron, il est bien embêté pour les attraper. Si vous aviez vu sa tête... Mila rit et son rire éclabousse la scène. Puis, on a fabriqué un abri pour les hiboux. C'est Alban qui l'a construit dans son atelier, mais c'est moi qui ai grimpé sur le grand chêne pour l'installer. Il était bien content, Alban, que je sois là pour l'aider à le mettre en place. Élise écoute. Elle n'en revient pas. Elle veut se détourner, mais elle ne peut pas. Ces images s'imposent. L'enfant est une hypnose. Il semble qu'une cascade de lumière passe un baume secret sur ses plaies. Un vieil homme qui bâtit pour protéger, une enfant qui grimpe, libre, rieuse. Ce duo improbable, et pourtant si juste. Et puis, Reprend l'enfant en riant. on a tenté un barrage sur le ruisseau pour que les salamandres puissent pondre en paix. Bon, ça n'a pas tenu très longtemps, mais avec la bataille d'eau qu'on a fait là-bas, Et elle monte vaguement un espace derrière elle. je ne crois pas que les salamandres vont revenir de sitôt. Même Alban a terminé les fesses dans l'eau. Et là, Mila part d'un rire clair qui balaie toutes les ombres autour des deux femmes. Lorsque l'enfant disparaît, Élise reste immobile. Elle ne sait plus vraiment si Mila s'est éloignée en sautillant ou si elle s'est volatilisée, comme une apparition. Alban était là, tout près, il y a quelques instants. Elle ne sait pas comment elle aurait réagi si leurs regards s'étaient croisés. Clémentine ne dit rien. Elle se contente de la regarder. Et dans ce regard silencieux, Élise comprend. Un jour, il faudra ouvrir son cœur, dépasser ses blessures, se réconcilier avec le passé. Ils se retrouvent au théâtre romain. Pas par habitude, mais parce que ce lieu offre deux choses. Un silence rare et une acoustique qui magnifie chaque note. Elio, le charismatique. Samuel, le discret. Deux amis, deux musiciens. L'un attire les foules, l'autre préfère l'ombre. Mais derrière les refrains acclamés, ce sont souvent les intuitions silencieuses de Samuel. Elio le sait, il l'admire. Et Samuel, lui, n'attend rien de plus. C'est à cet instant que Nora apparaît. Pas un hasard, pas une coïncidence. Depuis qu'elle lit ce livre confié par Marc, elle suit une écoute nouvelle. Une intuition qui l'amène toujours là où elle doit être. Elio sourit, charmeur. Tu nous suis partout maintenant. Nora, complice. Pas vraiment. J'écoute ce qui m'appelle. Elio ricane. Toujours un peu mystérieuse, toi. Nora s'assoit. Après un court silence, elle devance Elio. J'ai croisé Marc. Il n'allait pas bien. Un souvenir lui est revenu. Une nuit, dans les ruines du vieux château. Samuel baisse les yeux, effleure les cordes. Quelques notes simples s'élèvent. Elles suffisent
pour imposer le silence. Nora poursuit. Gérard et lui étaient enfants. Ils ont vu un rituel. 2 femmes hurlaient. Et parmi elles, Marc en est certain, il y avait Anna Bréval. Elio éclate de rire, brutal. Anna Bréval, dans un rituel magique. Non mais sérieux, c'est ridicule. Nora répond calmement. Tu sais comme moi qu'il y a des choses qui nous dépassent. Elio ironise. Ou alors, Marc se raconte des histoires. Tu connais son côté fragile. Nora le fixe. Ce n'est pas parce qu'une chose échappe à nos certitudes qu'elle n'existe pas. Tu devrais le savoir. Elio hausse les épaules et esquive. Peut-être. Mais ça ressemble plus à un mauvais conte qu'à la réalité. Samuel reste muet. Ses mains bloquent les cordes. Son écoute est totale. Nora se lève. Crois ce que tu veux, mais Marc n'a aucune raison d'inventer. Dans ces mots, il y a une vérité qui demande à être révélée. Et je sais qu'il fallait que je vous le dise, comme si tout m'y appelait. Nora s'éloigne. Les 2 hommes restent seuls. Le silence retombe. Puis, après un moment, Elio se remet à rire, mais plus faiblement. Elle est incroyable, non? Toujours avec ses histoires. Samuel ne répond pas. Ses cordes résonnent un peu plus fort. Elio reprend, nerveux. Tu vas pas me dire que tu y crois, toi aussi. Des rituels, des cris dans les ruines. Samuel s'arrête. Il lève les yeux, calme. Et si c'était vrai? Elio se fige, rit, mais son rire sonne creux. Toi aussi? Sérieux? Samuel reprend doucement la guitare. Parfois, ce qu'on rejette le plus fort, c'est ce qui cherche à se montrer. Elio détourne les yeux. Le doute est là. Une phrase, rien de plus. Mais elle reste suspendue, plus lourde que tout le reste. Et déjà, dans l'esprit d'Elio, une fissure s'ouvre. Un soupçon. On croit l'écarter, il revient. On croit le rejeter, il s'installe. Jusqu'à ce qu'il prenne toute la place. Le matin est clair. Léo quitte la ville sans la regarder. Il n'oppose aucune résistance. Quelque chose en lui l'appelle et ses jambes savent le chemin. Il monte vers la montagne comme si le monde élargissait sa respiration pour lui faire de la place. Léo ne cherche personne et pourtant, il marche comme on cherche. Il ne sait pas ce qu'il espère trouver, mais il sait qu'il doit y aller. Il ne connaît pas Isor, ne sait rien de sa présence au cœur des pierres, seulement qu'une trame silencieuse tire sur lui, depuis des semaines, la même lueur intérieure qui jadis l'a conduit vers Élise et vers le livre. Il traverse une clairière. Les arbres s'épaississent, la mousse gagne sur les pierres, la pente s'adoucit, il entre. Il apparaît d'abord comme une rumeur de feu entre les fougères. Un renard, posé, les yeux dorés, la queue en virgule. Il ne fuit pas. Léo s'immobilise. Le silence se ferme, net, comme une main sur une flamme. Alors le renard parle, d'une voix basse, comme un fil d'eau. Tu as déjà commencé sans le savoir. On vient pas ici pour apprendre. On vient ici pour se souvenir. Léo sent un frisson, pas de peur, de reconnaissance. Me souvenir de quoi? Demande-t-il. Que ta justesse ne viendra pas de ta force, mais de ton écoute. N'est pas la flèche, mais l'arc. Tends-toi, laisse passer. Le renard incline la tête, comme s'il saluait quelqu'un derrière Léo. Et n'oublie pas, ce qui doit aller à Élise, va à Élise.
Les herbes remuent, l'animal se dissout sous les bois. La lumière revient, exactement la même, et pourtant, tout a changé. La pente s'ouvre sur un vallon de pierres dressées. Ce ne sont pas des menhirs, pas des ruines, des silhouettes, des gestes pétrifiés, comme si la roche avait gardé mémoire d'hommes, de bêtes, de prières. Léo s'avance sans bruit. Le vent baisse d'un ton. Les voix commencent. Elles ne viennent de nulle part, donc de partout. Elles ne l'appellent pas, elles l'alignent. Elles disent « Observe ce qui regarde en toi. Les directions existent avant les choses. Tu veux voir, cesse de chercher. Le guide ne parle pas plus fort que le vent. Il l'écoute. » Léo ferme les yeux. Ses épaules descendent d'un souffle. Dans le noir de ses paupières, il perçoit des ombres qui passent entre les pierres. Un profil impossible à fixer. Isor n'apparaît pas. Elle laisse seulement une température, une sorte de clarté fraîche juste au-dessus de son cœur. La forêt n'ouvre aucune porte. Elle retire les murs. Quand Léo rouvre les yeux, la pierre la plus proche semble plus légère. Si quelqu'un vit ici, il est encore trop tôt pour le rencontrer. Il marche encore quelques minutes et le sentier bascule sur une petite combe. Une silhouette humaine, assise, dos à lui, la voix parle avant que Léo ne s'annonce. « Tu ne devrais pas être ici. » L'homme se retourne. Le visage est connu. Un pli de malice, un pli de fatigue. C'est le marionnettiste, le grand-oncle. L'improbable rencontre, exactement au centre de l'invisible. Léo, le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Il reste d'abord sans parler, puis le marionnettiste questionne, doucement, comme on tire sur un fil. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu entends? Léo parle du livre, pas en maître, en élève heureux. Il dit les inspirations qui lui viennent, les rencontres justes, l'évidence tranquille qui parfois s'installe quand il arrête d'insister. Il dit tout cela simplement. À ce mot, livre, quelque chose se fend chez le marionnettiste. Il baisse les yeux, cherche ses poches comme s'il y avait laissé des années. Une mémoire revient, nette, cruelle. Isor, la promesse. Remettre le livre à Élise et à elle seule. Quand elle sera en âge de le lire. L'âge est passé, l'engagement resté en suspens, la négligence entière. J'aurais dû te dire de n'en rien faire. Puis, confus, l'artiste poursuit. Non, pas toi. J'aurais dû le porter à Élise. C'était à elle. Le visage du marionnettiste se chiffonne d'un mélange de honte et de tendresse. La forêt, qui ne juge rien, serre simplement le temps autour d'eux. Léo reste suspendu aux mots de son oncle, ne comprenant rien à sa confusion. Le marionnettiste reprend mystérieux. Certaines absences ne se rencontrent qu'en présence. Il sourit, triste, et poursuit. Elle ne se montrera pas. Un souffle passe. Une ombre glisse sur la pierre du haut comme un clin d'œil de lumière. Que dois-je faire? Il est haut. Le marionnettiste hésite, puis, avec une honnêteté nue, Rien. Et tout. Continue à écouter, te tenir juste et moi, réparer. Le livre doit retourner vers Élise. il se relève, puis pose une main sur l'épaule de Léo. Il est l'heure pour moi de réparer ma négligence. Le chemin du retour n'est pas plus court. Il est plus clair. Léo descend en silence. Il ne sait pas exactement ce qu'il a fait ici. Il sait juste qu'il a été mis à sa place et que cette place suffit pour aujourd'hui. Resté encore un moment au cœur de la forêt des statues de pierre, le marionnettiste regarde ses mains qui donnent vie au fil. Puis,
Il se détourne à son tour. Il a une chose à réparer. La forêt se referme sans se fermer, exactement comme une respiration. Il y a des histoires qu'on raconte ou qu'on accepte pour les comprendre. Et d'autres qu'on comprend seulement quand on les accepte ou quand on les laisse se raconter d'elles-mêmes. Elio marche seul, casque sur les oreilles, perdu dans ses pensées. La réaction de Samuel devant ce que leur a dit Nora l'étonne et tourne en boucle dans sa tête. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre tout ça ? Léo et ses visions, Nora et son livre, Marc, Gérard, Élise, comme si chacun tenait un fragment d'une même mélodie, mais que personne n'entendait encore la chanson en entier. On a parlé de rituels, de photos, d'un livre mystérieux, d'un carnet inachevé et même d'une mort prématurée. Comme s'il y avait des jeux de pouvoir, des manipulations de l'ombre, des intérêts dissimulés. Quelqu'un qui voulait tout contrôler et de femmes qui auraient tout risqué. Anna Bréval, d'après Nora et Marc, puis une autre femme, visiblement. Rien ne semble avoir de sens et en même temps, tout paraît lié. Tout paraît lié. Arrivé chez lui, il passe devant le bureau de son père dont la porte est entrebâillée. Normalement, elle est toujours fermée, à clé. Un lieu froid, ordonné. Elio rentre avec, c'est vrai, le cœur battant comme si cette décision bénigne allait définitivement changer le cours des choses. Sous le large bureau de son père, un tiroir mal fermé attire son attention. Il hésite, puis l'ouvre. Samuel disait « Cherche pas à savoir, ressens. Alors je vais sentir. Il y trouve un sachet plastique soigneusement protégé. Dedans, 2 photos anciennes. Il identifie rapidement Anna et il y a une autre femme. Les visages sont nets, mais le papier est souillé d'une sorte de baume sombre et visqueux. Elio observe, fasciné et dégoûté à la fois. Anna Bréval, tout le monde connaît son nom, mais personne ne sait vraiment comment elle est morte. Et l'autre femme, elle a un regard qui marque profondément Elio. Il ressent qu'il ne pourra jamais l'oublier. Ayant sorti les photos du sachet, il les relève pour mieux les observer à la lumière. D'abord, une sensation étrange, discrète, puis sourde, envahissante. Son souffle s'accélère. Une goutte du baume a glissé sur son doigt. Il tente de la nettoyer, puis vacille. Je voulais juste comprendre, relier les morceaux, voir ce qu'ils avaient vu. Elio tombe à genoux. Un voile glisse sur ses yeux. Le son se distord. Des images floues surgissent. Puis, le bruit lointain d'un cœur qui bat. Une voix féminine, douce, indistincte. Celle de Nora peut-être. Respire, ce n'est qu'un début. Ce n'est peut-être pas arrivé. Mais c'est vrai quand même.